Passons à Dirk Nowitzki, si tu veux bien. 9 saisons sur la décennie, mais on va voir combien sont véritablement valuables, on va en parler. 17 points de moyenne sur cette décennie, 29 minutes de jeu sur la décennie, 17 600 minutes au total, c'est mine de rien dans le top 60, c'est 60e même, 600 de matchs. Récompense individuelle ou titre, le titre en 2011, bien sûr, on s'en souvient tous. 5 fois All-Star, même si en vrai, c'est que 4 fois parce qu'il est aussi une fois All-Star en fin de vie, non, en fin de carrière. C'est avec D-Wade aussi, hein, c'est ça, exactement, ils le font en hommage. Ouais. Les All-Star hommages, ouais, comme tu dis. 2 fois All-NBA, mine de rien, hein, sur cette décennie. 2011, il est All-NBA Second Team et 2012, All-NBA Third Team. Donc voilà un peu pour son palmarès sur cette décennie. Évidemment, je ne dis pas ce qu'il y a avant. Comparaison NBA Draft.net ou Draft Express, il n'y a pas, bien sûr, puisqu'il est plus vieux que ces sites-là. Au niveau des surnoms, Basketball Référence, alors là, on en a des bon, assez, ouais, j'ai jamais entendu non plus. Alors, on a Dirty, avec un T, Dirty. Bon. D'accord. On en a un, enfin, c'est pas un surnom en fait, c'est Tall Baller from the G. Donc le grand basketteur de l'Allemagne. Enfin, c'est pas un surnom en fait. Quand c'est une phrase entière, c'est plus un surnom. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais bref. Et puis The German Jesus aussi. Voilà. D'accord. Jamais entendu non plus. Merci Basketball Référence. Bref. Donc son parcours rapidement, il a 32 ans au début de notre décennie. Ça commence évidemment en 2011. Et 2011, c'est la fameuse année où Dallas va chercher le titre, bien sûr. Lui, cette saison régulière, il a 23 points de moyenne, 34 minutes, encore dans son prime, encore installé, bien sûr. En playoff, ils battent Portland, les Lakers. Ils éliminent les Lakers de Phil Jackson, OKC en finale de conférence et Miami. Bien sûr, on connaît le parcours. 2012, il est encore à 22 points de moyenne. Et malheureusement, Dallas se fait éliminer au premier tour des playoffs par OKC. 2013, c'est la mauvaise année pour Dallas. Jason Kidd est parti. Sean Marion est de plus en plus vieux. Jason Terry est parti aussi. Tyson Chandler aussi, hein, depuis 2 ans même. Mais bref, l'équipe est très mauvaise et lui, en plus, est blessé une partie de l'année. Il ne fait que 53 matchs et pas de playoffs. C'est la première année où Dallas ne fait pas les playoffs depuis plus d'une douzaine d'années, il me semble, depuis 2001. 2014, heureusement, ça remonte et ils refont les playoffs de nouveau avec un Dirk Nowitzki qui, de nouveau, est à 33 minutes de jeu par match et 22 points de moyenne. C'est remonté. En playoff, c'est la fameuse série où Dallas pousse les Spurs du Beautiful Game en 7 matchs, mine de rien. C'est les seuls qui l'ont fait. Magnifique série. Oui. Magnifique série. J'ai refait les matchs 6 et 7. C'est magnifique. Allez la regarder si vous avez l'occasion. C'est super beau. Donc 2015, saison 2015 pour notre ami Dirk Nowitzki. Ça commence bien, ça commence très bien avec un effectif de Dallas qui est bien rodé, mais malheureusement, entre guillemets, il y a l'échange de Rajon Rondo qui vient un peu mettre du bazar dans tout ça, parce qu'en plus Rondo ne s'entend pas avec le coach. Dirk Nowitzki est à 17 points de moyenne, donc ça commence un peu à baisser légèrement. Et en playoff, éliminé contre Houston au premier tour, le Houston de James Harden. 2016, ça rebondit, enfin ça reste encore une fois en playoff. Dirk Nowitzki, 18 points de moyenne, 30 minutes de jeu par match toujours. Et en playoff, c'est éliminé contre OKC au premier tour. Et puis 2017, ça commence un peu à être la fin. Lui, il fait encore 54 matchs, 14 points de moyenne et 26 minutes de jeu seulement. Mais en même temps, précisons-le, il a 38 ans cette année-là. Donc c'est peut-être normal que ça commence un peu à baisser en dessous des 30 minutes de jeu par match. 2018, pas de playoff, 2017 évidemment. 2018 non plus, pas de playoff. Lui, il a 25 minutes de jeu, voilà, 12 points de moyenne. On est clairement sur la pente descendante. Et puis 2019, il reste un peu une année de plus, je pense, pour être un peu avec Luka Doncic. Mais voilà, il fait 51 matchs cette année-là, à peine 15 minutes de jeu par match cette saison-là. Bref, et ensuite, c'est la fin de carrière pour lui. Donc évidemment, Dirk Nowitzki, c'est beaucoup plus un joueur des années 2000, on sera d'accord, mais qui est mine de rien encore dans son prime, je trouve, au début des années 2010. Ouais, absolument. Ouais, il y a ce biais de récence où je me suis dit, en fait, j'avais cette image de Dirk Nowitzki qui, oui, certes, va chercher son titre, et puis très rapidement après, c'est le déclin. Pas tellement, en fait. Il reste... il continue à avoir un impact qui est vraiment intéressant, même jusqu'à, ouais, tu l'as dit, jusqu'à 2016, quoi. Jusqu'à 2016, on n'est pas du tout sur... Enfin, on est encore sur un joueur qui a beaucoup d'impact, et c'est vrai que ça m'a un peu surpris en faisant ces recherches, où j'avais le souvenir de Dirk Nowitzki qui très vite était un peu tombé en déliquescence, mais surtout par sa défense, en fait, tu vois, j'avais un peu cette image de Dirk Nowitzki qui était un mismatch permanent à partir de 2013-2014, mais pas tellement, enfin pas du tout en fait. Et c'est vrai que ça m'a vraiment surpris, agréablement. En fait, c'est vrai qu'on a ce biais de mémoire récente, comme tu dis.
sur la fin qui était vraiment pas belle. Et puis Ouais. en plus, il y a peut-être aussi un biais par rapport à son MVP en 2007, où je pense que tout le monde. Enfin, du coup, les gens pensent que c'est plutôt à ce niveau-là que se situe son prime, ses meilleures années en carrière. Mine de rien, je trouve que. Je sais pas si le run de playoff est surestimé. Bon, un peu, je trouve, à mon goût, mais à la limite, c'est pas très grave. Mais c'est surtout que sa saison régulière 2011 est sous-estimée. Ça fait partie de ces fameuses saisons régulières dont j'avais déjà parlé, mais il est à 28% d'usage, alors plus de 30 si on va chercher sur Cleaning the Glass, mais bref, et à 113 de True Shooting Plus, c'est-à-dire plus 13% d'efficacité par rapport à la moyenne qu'on fixe à 100. Donc, scoring individuel, l'efficacité plus 13%, c'est tout simplement son meilleur en carrière, voilà, sur un volume qui est encore conséquent. Et pour vous dire, sa saison MVP 2007, il est aussi à 28% d'usage et à 112 de True Shooting Plus. Donc, on est sur des chiffres totalement similaires. Et je trouve que voilà, le run de playoff, on s'en souvient. On oublie un peu à quel point cette saison-là, 2011, était absolument fantastique. Et évidemment, on va peut-être être arrivé à compter à quel point il y a des années qui sont valuable et il y en a à différents niveaux, je pense. Mais pour moi, 2011 et 2012, on est encore dans un rôle de go-to-guy majeur de très haut niveau. Je pense top 10, top 15 NBA. 2013, on le met un peu de côté parce que lui est blessé et que l'équipe est pas bonne, mais à la limite, je pense qu'on est encore sur un joueur intéressant. Mais surtout, donc, 2014, 15, 16, on est sur quelqu'un qui est devenu un peu un créateur secondaire, peut-être, ou alors un A, un B, on peut dire, mais qui est encore valuable. Donc, ça, c'est pour la partie vraiment de go-to-guy, de création offensive. Et après, bon, 17-18, on compte plus trop, hein, il est vieux, c'est fini. Mais surtout, en plus de cette valeur de création balle en main, on va dire, de go-to-guy, il faut aussi rajouter la valeur de son spacing et de comment dire, tout le spacing qu'il peut créer de par sa dangerosité au shoot. Et ça, pour le coup, ça date depuis 2011 jusqu'à la fin de décennie carrément. Ouais, il a une gravité qui est vraiment super impressionnante. Et puis oui, tu fais bien de parler de ces deux rôles qui sont différents, où il a toujours cette capacité à jouer au poste et à faire ses fade-away, et puis ça, voilà, ça, même à la fin de sa carrière, il était capable de le faire. Mais c'était plus forcément sa première arme. Là où je pense que Rick Carlisle a fait un super boulot pour l'utiliser aussi différemment à mesure qu'il perdait en qualité athlétique. Mais sur ses pick and pop, par exemple, il avait une telle gravité qui faisait que même sans être je pense que Dirk Nowitzki n'a jamais été un grand passeur. Ça a jamais été son fort. Et puis même dans son prime, il avait vraiment ce souci de oui, les défenses le ciblaient, venaient le doubler au poste, mais il était jamais capable de faire les passes nécessaires. Là, pour le coup, plus tard dans sa carrière, parce qu'il avait cette gravité sur pick and pop, en fait, les passes étaient faciles. Et donc, ça donnait beaucoup de mouvement à cette attaque des Mavs. Et là où, ce qui me fait dire que Dirk Nowitzki avait encore de la valeur assez tard dans sa carrière, c'est que souvent, il a été au sein d'attaques qui étaient dans le top 3, top 5 de la ligue, jusqu'à Ouais. 2014, 2015, 2016, quoi, où les attaques des Mavs fonctionnent très très bien. Mm. Bah, c'est là où ce que je disais, sa création balle en main en elle-même, elle décline de manière logique hein, avec l'âge, alors que pour le coup, son impact de spacing, lui, est resté constant du début à la fin, quoi, effectivement. Un peu d'ailleurs, c'est un peu le même argumentaire qu'on faisait avec Karl Anthony Towns. Hein. Towns n'a jamais eu évidemment le côté créateur poste bas aussi fort que Dirk Nowitzki, mais il a un impact de par son shoot, hein, très simplement. Et le fait d'être shooter sur cette position, ça permet d'éloigner les intérieurs adverses et ça libère plus d'espace, évidemment, que simplement d'éloigner le meneur de jeu adverse, qui est moins important pour la défense. Mais bref, et pour revenir aussi à ce que tu décrivais par rapport à Dallas en tant qu'équipe, c'est vrai que 2011-12, on va dire, il est encore dans ce rôle de go-to-guy un peu au centre de l'attaque. 14, 15, 16, on est sur une évolution d'équipe où il y a beaucoup plus de porteurs de balles avec Rick Carlisle qui fait un peu tourner plein de joueurs hein, sur ces postes-là, avec notamment la fameuse équipe donc, où on a eu Deron Williams, Raymond Felton et JJ Barea, je crois, qui sont nés le même jour. Enfin, les trois meneurs nés le même jour, on en a parlé sur un ancien épisode. Mais on avait aussi du Devin Harris, comme tu as cité. On a du Monta Ellis qui faisait partie de cette rotation des porteurs de balles multiples sur le terrain. Rick Carlisle aimait bien en avoir plusieurs. Enfin bref, on est passé d'un Dirk Nowitzki qui fait 2011-2012 point focal de l'attaque, à ensuite Nowitzki qui fait juste, entre guillemets, des post-up occasionnels à côté d'autres porteurs de balles qui, eux, prennent aussi un peu en importance, tout en conservant donc cette fameuse gravité de shooter
Ce qui fait qu'on arrive en fait sur, mine de rien, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6 saisons valuable, quoi. Donc, dont les 2 premières qui sont très très valuable, encore une fois, pour moi, top 15 NBA ou pas loin, quoi. Ouais, on est d'accord, et c'est vraiment ça qui m'avait surpris, de voir que, voilà, statistiquement et puis même dans les matchs, il arrivait à avoir un impact, toujours aussi grand, avec des coéquipiers qui ont changé et un style de jeu qui a vraiment changé. Et puis, encore une fois, je suis obligé d'y revenir parce que c'est facile d'imaginer Dirk Nowitzki négatif en défense, mais je sais pas comment toi t'évalues sa défense un peu plus tard dans sa carrière, à partir de 2013, 14, 15, 16, où j'aurais vraiment pensé que ça allait être ouvertement négatif, limite un sacrifice que Dallas devait faire. Mais j'ai pas tellement cette vision-là. Alors oui, certes, sa présence sur le terrain forçait Rick Carlisle à chaque fois à avoir un poste 5 défensif. Alors ils se sont enchaînés. Ça a été Haywood, Chandler qui est revenu après, D'Alembert, Derouan Blair. On peut tous les faire. Mais même aussi des postes 3 qui étaient capables de donner de la défense en deuxième rideau. Sean Marion, évidemment, c'était le meilleur là-dessus. Mais même plus tard dans la décennie, Alfaro Camino et les débuts de Dorian Finney-Smith. Donc certes, il était bien entouré, mais j'avais pas non plus l'impression que défensivement, il était ciblé. Alors c'était peut-être une NBA différente où on ciblait pas encore Ouais. les mismatchs défavorables. C'est peut-être ça qui l'a un petit peu sauvé. Ou bien c'est le fait que forcément, comme il était tellement une menace au poste, on pouvait pas non plus mettre des postes 4 en small ball, parce que forcément sinon ça allait créer un désavantage trop important pour Dirk Nowitzki en attaque, donc on pouvait pas forcément exploiter ses largesses défensives. Mais je pense que voilà, une partie de son évaluation sur la décennie 2010 tient aussi à sa défense. Bah, je pense que Dallas s'est toujours plutôt bien dépatouillé pour compenser. Effectivement, il n'y a jamais eu un trou béant dans la défense à cause de Nowitzki. Après, c'est vrai que sur son niveau individuel, on va dire que le compromis au fil des années est devenu de moins en moins intéressant. Parce que tu acceptes, le compromis quand tu as le MVP en attaque, hein. C'est pareil pour Steve Nash, pour Nowitzki, pour Westbrook, pour Harden, enfin pour tout le monde, hein, je veux dire. Quand tu as un joueur offensif majeur, bah, le compromis défensif, tu l'oublies. Isaiah Thomas à Boston, etc. Voilà. Là, c'est vrai qu'au fil des années, bah, où lui devenait de moins en moins fabuleux en attaque, le compromis était plus grand à faire pour la défense. Et le problème, c'est que ça s'est croisé aussi avec non seulement une époque où il y a eu une recherche de mismatch, et en plus, il y avait de plus en plus de spacing, donc il fallait défendre de plus en plus dans des grands espaces. C'est ce qui fait que pour moi, jusqu'en 2016, on est encore sur quelqu'un qui n'a pas du tout une valeur catastrophique, voire même, grosso modo, on arrive à faire avec. Ouais, bien Alors que sûr. post-2016, avec plus d'espace et la recherche de mismatch, et lui qui a quoi, 36, 37 ans, bah du Ouais. coup, il y a tout qui s'est croisé un peu au mauvais moment, et à 17, 18 et 19, ouais, je trouve qu'on était quand même sur un boulet en défense, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça arrive assez tard, quoi, finalement. Ouais, celle-là, de toute façon, 2017, 2018, je pense. Enfin, plutôt 18-19, on est capable, on est Ouais, d'accord, on peut les jeter. ouais, ouais. Euh, Là où il a eu un peu de mal aussi, c'est en 2015. Il joue les Rockets. Tu sais, ils perdent 4-1 Ouais. en premier tour. Et bon, alors c'est pas encore les Rockets dont on parlait avant avec Eric Gordon, où c'était du spacing à outrance. C'est l'année où il y a Dwight Howard. Mais là, pour le coup, ouais, Dirk Nowitzki a vraiment plus de mal, parce que ça joue très vite. C'est l'époque où ils sont coachés par Kevin McHale et qu'ils les font, enfin, il les fait beaucoup courir. Et c'est vrai que sur cette série, particulièrement défensivement, j'ai regardé quelques Ouais, matchs, là, il était en souffrance. Mais c'était parce que Houston était aussi un petit peu précurseur ouais, effectivement. de ce style d'attaque qu'on verra plus tard dans la décennie, où voilà, le déclin physique en fait a fait que bon, il a souffert, mais parce qu'il aurait souffert dans n'importe quelle condition. Après, tu vois, comparé à certains autres de sa génération, entre guillemets, je trouve que. Alors, et pour passer au classement, hein, justement, pour passer au classement, je trouve que, bah, tu vois, par exemple, face à des Kobe Bryant, à des Kevin Garnett ou à d'autres joueurs comme ça de sa génération, il a plus duré, j'ai l'impression, hein, il a été plus Ouais. valuable plus longtemps. Du coup, je sais pas, toi, comment tu l'imagines dans le classement. Peut-être au-dessus de ces Kobe et Garnett. Ouais, au-dessus. Oui, oui, ça c'est sûr. Je l'imaginais entre on va peaufiner ensemble, mais entre la 24e place de Ginobili et la 28e place de Gallinari. Ah, ok. Donc Ginobili, c'était ta fourchette haute. Ouais, c'est ça, oui, oui. Ok. C'était au mieux, il serait Ginobili,
Et sinon, si on est un peu moins chaud dessus, ce serait au niveau de Gallinari, entre Batum et Gallinari. Parce que oui, il a plus de longévité que Pierce, Bryan, qui sont 29 et 30. Enfin, maintenant qu'on a rajouté Gordon, il serait 30 et 31, pardon. Donc oui, je les mettrais au-dessus de Paul Pierce et Kobe Bryant. Et puis après, ouais, le problème, c'est qu'il y a Gordon Hayward. Je suis pas sûr de mettre Dirk au-dessus de Gordon Hayward. Moi, ma fourchette haute, elle allait jusqu'à la 11e place. Elle allait jusqu'à Dwight. Enfin, du coup, ouais, Dwight Au-dessus de Dwight, ouais. Ouais, au-dessus Ma de Dwight, fourchette haute, elle était juste au-dessus de Dwight. Par rapport à Dwight, pourquoi? Parce que ça me choque pas. Ça me choque pas. parce que Dwight a finalement 2 années très fortes au début, pareil. Ensuite, c'est un peu pas mal, mais ensuite, ça devient irrégulier. Je me dis qu'il y a match, hein, finalement. Je sais pas. La fourchette haute, hein, en termes d'évaluation. Ouais. La fourchette basse, j'arrivais. C'est vrai que je pouvais aller jusqu'à la 20e place, même plus. Après, peut-être que je sais pas, toi, ça te choque du coup aussi haut, peut-être? Non, ça me choque pas tellement. Bah, le souci de Dirk, c'est que il lui manque un peu de playoff, quoi, sur la décennie. C'est-à-dire qu'après 2011-2012, ça passe une fois le premier tour. Et puis après, malheureusement, voilà, ils sont un petit peu courts et ils perdent souvent au premier tour. Alors que voilà, il a encore un rôle majeur, donc j'ai un peu, tu vois, pour moi le plafond d'une équipe menée par Dirk Nowitzki au début de la décennie et pas forcément aussi haut que celui. Bon, c'est vrai que tu me diras que Klay Thompson est une deuxième option. C'est compliqué. Tu vois, maintenant tu me forces à critiquer Dirk Nowitzki alors que pour l'instant je n'étais que Camus par rapport à ma redécouverte de Dirk Nowitzki en milieu de décennie. Non, mais c'est bien que tu puisses apporter des nuances, qu'on calibre. Peut-être que moi qui suis trop haut, et donc on peut nuancer. Alors, les stats de playoff, hein, justement, j'ai oublié de les citer. 72e total de la décennie, 1500, 1600 minutes quasiment. Bon, pour te dire, par exemple, 72e, John Wall est 81, Anthony Davis est 91, en termes de minutes de playoff, hein, je parle bien. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. C'est Carmelo Anthony 105, mais à la limite, on s'en fiche. Non, mais en fait, c'est à quel point est-ce qu'on donne de la valeur aux très fortes saisons. Mais tu vois, finalement, je trouve vraiment que les deux premières, c'est des saisons qui sont top 15 NBA, allez, top 20 si on veut être large. C'est quelque chose que Tony Parker ou Klay Thompson n'ont jamais eu, par exemple. Ouais, ça va, d'accord. Dwight Howard l'a eu, mais pour moi, Dwight Howard, ça peut être relativement équivalent. C'est vrai que Dwight Howard a eu en plus la défense, mais en plus une décennie assez régulière. Non, mais je veux bien couper la poire en deux, évidemment. Surtout que ma fourchette basse descendait aussi. Hein. J'ai du mal à l'imaginer sous Serge Ibaka. J'ai du mal à l'imaginer. Parce que la longévité de Ibaka, pour moi, ne compense pas à ce point. Tu vois, si Dirk Nowitzki avait juste 3 saisons, un peu à la Kobe Bryant ou à la Kevin Garnett, ok. Mais là, on a dit, hein, il y a quand même 6 saisons valuable, dont 2 ultra valuable, quoi. Ouais, Serge Ibaka, du coup, 16e, quoi. Non, je peux l'entendre. Tu vois, même Mike Conley, Jrue Holiday, qui sont après Serge Ibaka, Mike Conley, Jrue Holiday, bon, c'est sympa, mais ça a jamais approché le pic de 2 saisons de Dirk Nowitzki. Bien sûr. Et même, tu vois, même dans leur... encore une fois, hein, moi je trouve que c'est hyper valuable, le Nowitzki jusqu'en 2016, ne serait-ce que par sa gravité. Et il n'y avait pas que ça, il y avait encore un peu de création. Mais ouais. Écoute, mettons-le là pour l'instant, entre Serge Ibaka et du coup sous Rudy Gobert. Mais je pense qu'on va être amené à en rediscuter. C'est tout à fait possible. Et donc, c'est à peu près pile entre nous deux. Mais je l'avais peut-être mis un peu haut, effectivement. Je l'avais peut-être imaginé un peu haut avec Dwight Howard. On verra bien. Bref, petit quiz pour finir rapidement. Bah, justement, c'est un effectif pas très joli. T'as que des quiz durs hein, aujourd'hui, je suis désolé. Parfait. C'est un qui est dans l'effectif. Et donc, c'est le fameux Dallas de 2013 qui ne fait pas les playoffs après 12 années ou 13 consécutives en playoffs. L'effectif est pas beau. Jason Kidd n'est plus là. Jason Terry n'est plus là. Tyson Chandler n'est plus là. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs de cet effectif 2013 des Mavericks? Alors, est-ce qu'il y a Brandon Haywood? Non, il n'y est pas. Non, alors du coup, c'est D'Alembert? Je
Non, il n'y est pas. Je crois qu'il arrive en 2014, D'Alembert. D'accord. Ah bah oui, ça va être plus compliqué que prévu. Non, bah attends. Ah oui, même Jason Terry, l'assurance tout risque sur les Non, sur il les est à Mavericks Boston en train de se faire postériser par LeBron. par LeBron. Il est compliqué, hein. Ouais. Alors, l'ailier est encore là. L'ailier défensif. Sean Marion est encore là, très bien. Sean Marion est super. encore là. Est-ce que Devin Harris est déjà là? Non, il est à Atlanta à cette époque-là, si je dis pas de bêtises. Ah Il bah est oui, aux Hawks en 2013. Non, alors l'arrière. C'est un arrière très 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 talentueux qui était à la relance. Après, il était passé par Memphis, très haut choix de draft. OJ Mayo? Exactement, c'est l'année OJ Mayo, 2013. Avant qu'ensuite il s'en aille à Milwaukee et que Monta Ellis fasse le chemin inverse. Le meneur, on en a parlé quand on a parlé de Jeff Teague. JJ Barea? Non? Bah JJ Barea Non. doit être dans l'effectif. Non, il c'est est un même pas- meneur de la draft 2009, justement, Euh, qui a commencé aux Hornets, qu'ensuite, après une saison aux Hornets où il fait un match à 20 assists en tant que rookie, il part aux Pacers. Ensuite, Dallas, il se plante à Dallas. Il s'est planté d'ailleurs à Indiana aussi. hein. Ensuite, il est backup aux Clippers. Ensuite, il fait Sacramento. Il refait Indiana. Collison? Exactement, Darren Collison. Ouais, Darren Collison, d'accord. On a le meneur de Kobe Bryant qui était passé par là. Fisher? Derek Fisher est là, effectivement. Et d'ailleurs, Darren Collison ne s'entendait pas avec Rick Carlisle, qui d'ailleurs ne le faisait plus jouer et l'avait remplacé par un certain Mike James. Celui-là, je te le demande pas. Mais Mike James avait pris la place de Darren Collison. Meilleur joueur d'Euroleague de la décennie, Mike James, qui a bien rebondi quand même. Je sais pas si on parle du même, Mike James. C'était un Mike James vétéran. Ah C'était bah pas oui, le même. on parle pas du même, mais ouais. Non, Mike James arrive un peu plus tard, ouais, c'est avec 2013. Donc lui, c'est un Mike James t'as de déjà 35 ans, je crois, qui vient prendre la place de Collison. Bien vu. Bon bref, on a pas mal d'anciens All-Star. On avait un ancien All-Star qui a mis un buzzer beater en 2014 d'ailleurs sur la série contre les Spurs. Vince Carter? Vince Carter était déjà là. On avait un ancien All-Star qui était passé par les Sixers notamment et qui d'ailleurs est le GM des Sixers actuellement. Oui, Elton Brand. Exactement, l'homme qui a donné le contrat à Tobias Harris. Ouais. On avait un ancien All-Star aux Clippers. Chris Kaman. Exactement, pivot offensif aux Clippers, Chris Kaman. Oh là, la raquette Nowitzki Kaman. Oui, maintenant que tu le dis, j'ai des souvenirs. Ouais. Bah tiens, pour compléter la raquette, il y avait pas Brendan Haywood, il y avait un autre Brendan. Brendan Wright. Exactement. Brendan Wright était déjà là. On avait le frère de Stephen Curry. Et Eddie Curry? Eddie Curry était là. Waouh. Et pour compléter la raquette, on avait aussi, alors peut-être que tu connaîtras pas, un mec de la draft 2012 qui était très vieux, drafté aussi, il avait fait l'armée. C'était Bernard James. T'as jamais entendu parler de ça? Ah ouais, non, ça me dit rien. Un rookie de 27 ou 28 ans, il me semble. Mais bref. Excellent. Et puis un autre que tu peux trouver, un dernier peut-être, justement drafté par Dallas en 2012, qui fera 2 années, je crois, 2,5 à Dallas. Un ailier défensif qui ensuite est échangé contre Rondo à Boston. Et il fera de belles années à Boston. Ensuite, il fera de belles années à Utah. Ensuite, il fera une belle année à Miami. Jake Crowder. Oui, bien sûr. Effectivement, Jake Crowder. Crowder Ouais. drafté donc par... Là, il était rookie dans cet effectif. Allez, un dernier vraiment, promis cette fois, tu peux l'avoir. Un arrière français. Rodrigue Beaubois. Exactement, Rodrigue Beaubois était là dans cet effectif. C'est l'année où il met 40 points sur Steph Curry ou pas? Ah non, malheureusement, ça c'est 3 ans plus tard. C'est quand il était rookie. C'est en 2010 qu'il met beaucoup de points. Ouais, c'est ça. Mais donc voilà. Voilà pour ce magnifique effectif des Mavericks. Peut-être qu'on comprend pourquoi ils ont manqué les playoffs. Ouais, exactement. Dirk Nowitzki, et à côté, il y a Marion qui commence à vieillir, Darren Collison qui s'entend pas avec le coach, OJ Mayo, Vince Carter déjà vieux, Derek Fisher, Elton Brand, Chris Kaman. Ah tiens, Troy Murphy, je te l'ai pas cité aussi. Ouais. Troy Murphy, Jake Crowder, Eddie Curry, Dante Jones, bref. C'était pas très joli.